Monsieur Alain Bouziguit avec son livre « J'ai vécu 25 ans de mémoire » paru aux éditions Bénévent. Alors, nous nous sommes arrêtés tout à l'heure avant cette pause musicale. Vous me disiez que vous étiez un bon bricoleur. Hors antenne, vous m'avez dit que vous bricolez toujours très vite et que vous faites mal à bricoler trop vite. Prenez votre temps, nous avons tout notre temps. Alors, nous allons parcourir votre livre, à savoir que s'est passé pour vous des événements, on va dire, tragiques, hein, le mot n'est pas trop fort. Vous étiez chez vos parents, et là, que s'est-il passé? On vous interpellait, je crois, vous parliez de ce peuple qui se soulevait contre ce régime qui était très dur, et le peuple se soulevait. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Mais lorsque j'ai fini le lycée, j'étais dans une communauté socialiste. Oui. Avec les jeunes, on discutait, on ne faisait rien, mais la plupart, ils faisaient bagarre avec les fascistes. L'autre côté de la ville, ils se tuaient. Mais moi, je discutais, je ne faisais pas beaucoup de choses, mais mon grand frère, il faisait beaucoup. Dans le livre, j'ai expliqué. Ils faisaient beaucoup. Un jour, ils ont battu les fascistes. Ils ont laissé comme mort. Il a vécu, heureusement, et puis il est parti en Allemagne. Il se fuit. Et puis j'ai participé à quelques événements, mais je n'ai jamais allé plus loin. Oui, vous n'étiez pas quelqu'un de méchant. Oui, mais le régime, il était contre de plus en plus. Le fascisme, il est installé la Turquie de plus en plus. Les fascistes, ils tuaient vraiment les gens, c'est que contre eux. Qui ne pensaient pas comme eux, qui ne faisaient pas comme ils voulaient, tout simplement. Donc, lorsque 12 septembre 1980, le régime général sont venus. Le Kenan Evren, il a cassé les démocraties. Il a mis un régime militaire. Ça fait la 13e fois que la Turquie passait ce régime. Avant 69, 70 et puis 80, la Turquie il passait toujours sous les régimes militaires. Mais cette fois, c'était plus fort. Il y avait les gens tués, il y avait les gens qui étaient à l'université où ils travaillaient, ils tuaient. Donc les jeunes, surtout la Turquie, ils étaient contre ce gouvernement, cette dictature. Évidemment. Et puis, lorsque j'ai fini le lycée, je commence à travailler avec mon père. Mon père, il a pris sa retraite. Et puis, les gens donnaient mon nom. Lorsque le service militaire est venu, les gens changeaient un seul coup, changeaient Ils changent d'avis. Les changent d'avis, ils sont devenus espions. Tout à fait. Dans la langue française, c'est une espion. Vraiment, ils sont devenus des traîtres. Ils donnaient les noms de ceux qu'ils connaissaient, tout le monde. Oui. Ils prenaient aux prisons, ils torturaient, ils jetaient, ils me tuaient. C'était de la délation. Voilà, personne ne dirait aucune. Et puis, voilà, j'ai suffi pendant 6 mois, en ce moment-là, parce qu'il y avait mon nom. La police me cherchait, je suis parti à Istanbul, et puis un jour, mon oncle d'Allemagne, il a décédé, il avait un cancer de cerveau, il a décédé, il était obligé de revenir à la maison pour participer à son enterrement. Voilà. Et puis cette nuit-là, le police est venu, il me rattrapait, parce qu'il y avait mon nom. Juste pour un nom. Voilà, il y avait le nom qui allait, il était communiste, où il faisait des choses. Et donc là, vous avez été interpellé et vous avez été emmené. Voilà. Et à partir d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Oh, je le sais, mais bon, on va en parler un petit peu. Il y avait 2 personnes contre moi, ils disaient que j'avais les pistolets. Ce fameux pistolet. Oui, que j'ai jamais touché dans ma vie un pistolet.
Vous l'avez jamais eu? J'ai jamais eu, mais il y avait un pistolet que quelqu'un m'avait donné. Donc ce pistolet, la police, il m'a demandé pendant un mois, 3 semaines, un mois, ce pistolet. Où il est ce pistolet? Il commençait torture de minuit, il finissait 5 heures du matin. Au début, j'étais fort, je criais jamais, je taisais, je disais non, je n'ai pas de pistolet. Mais à force, il torturait. À force, j'ai commencé, à cause d'un copain de cellule, il m'a dit crie. Lorsque j'ai crié, j'ai commencé à crier, j'ai perdu mémoire. Je n'étais jamais me défendre. J'ai commencé à parler. Lorsque j'ai commencé à parler, le policier a dit il a quelque chose. Donc il m'a torturé de plus en plus. Et c'était pas des tortures. Je ne sais pas si on peut en décrire, mais il y en a une qui m'a interpellée, une torture. C'est celle où ils vous serrent les pieds. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec les pieds? Et là, c'est vraiment atroce, c'est vraiment... Enfin, comme toutes les tortures, ça veut dire ça. Et je vous vois en face de moi, vous souriez, vous êtes heureux. C'est quand on voit comme ça. Parce que nous sommes libres dans un pays libre et puis c'est vrai, je peux raconter mon histoire. Oui. C'est ça, c'était les buts de ce livre, raconter mon histoire au français. Ça ne m'intéressait pas de raconter mon histoire au turc. Oui. Et raconter les autres qui ne connaissaient pas. On me parlait plusieurs fois Midnight Express. Oui. Donc, lorsque j'ai vu ce film en France, je n'ai pas vu avant, j'ai dit ça ne sert à rien ce que j'avais eu. Donc on peut faire comparaison avec ça. Avec Midnight Express, oui, Voilà. effectivement. Et bon, je pense que ce livre va intéresser les lecteurs qui justement veulent un petit peu savoir autrement ce qui se passe. Parce que ce que nous voulons savoir quelquefois par les médias, c'est bien, mais c'est pas du vécu. Ouais. C'est du retransmis, c'est des reportages. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que ça, on pourrait s'en passer de ce genre d'histoire. Ce que vous avez vécu, vous pourriez vous en passer sans aucun problème. Mais que certaines personnes aient envie de le lire et envie de connaître, ça c'est très bien de l'avoir retranscrit sur papier. C'est vraiment, c'est la mémoire vive. C'est la mémoire vive et c'est vous qui nous l'apportez. Et bien sûr, comme je dis toujours à la radio, il n'y a pas de visuel. Mais moi, en face de moi, j'ai M. Bozigui. Je vois un monsieur qui respire la joie de vivre, qui amène à se remettre en question soi-même, nous, qui nous plaignons sans cesse les uns et les autres pour un petit bobo. Quand on voit ce monsieur, on a envie de passer dessous le siège, de se cacher, parce qu'on n'a pas le droit après ce que ce monsieur a vécu. On est bien d'accord, Moi je dis que c'est beau, franchement je dis que c'est beau, mais je le dis avec mon cœur parce que ce livre est bien écrit, on le lit très bien. Donc j'ai vécu 25 ans de mémoire, mais par aux éditions Bénévent de M. Alain Bozigui. C'est écrit vraiment très très bien. Et aussi, je vais rajouter quelque chose, on n'a pas terminé l'émission bien sûr, mais vous savez, vous ne maîtrisez pas, on entend bien votre accent, que vous ne maîtrisez pas parfaitement la langue française. Oui. Dans le choix des mots, c'est évident. Mais en revanche, dans l'écriture, vous maîtrisez parfaitement le français. Vous maîtrisez parfaitement le français. Et je dirais bien, je vais aller un peu plus loin, que des fois, il y a certains auteurs français qui sont un peu plus difficiles à lire que vous. Je ne mets pas en cause la qualité de leurs écrits, mais quelquefois, leur écriture est difficile. Voilà, vous, c'est très facile. Donc, on va quand même rassurer un petit peu les auditeurs, puisque vous êtes à la radio, donc à Radio Coquelicot, ça veut dire que vous en êtes sortis. Mais est-ce que vous en êtes sortis, je veux dire, psychologiquement indemne? Est-ce qu'il ne vous a pas fallu un temps pour vous réadapter à la vie après toutes les souffrances, toutes les tortures que vous avez subies? Comment vous avez fait pour repartir autrement?
Mais c'est vrai que c'est une situation, c'est très difficile. Lorsqu'on n'est pas vécu, on ne comprend rien. On ne comprend rien de la torture, de ce qu'il te jette devant vous un mot, la police qui te donne un mot, il traverse d'autre côté à une autre chose. On n'a aucune expérience. Donc on peut très facilement tomber les jeux de police. On peut le donner tout le monde, on peut donner tout, et puis voilà. Mais moi, j'ai rien donné. J'ai toujours refusé, que j'ai rien fait. Je n'ai pas de honte, je n'ai pas tué les gens. J'avais qu'une idéologie socialiste, démocratique, de vivre mieux, égalité. C'est normal. Je n'ai pas d'autre chose, je n'ai pas fait d'autre chose. Donc ça m'a coûté 2 ans de torture, aller en prison et puis vivre dans une atmosphère fermée. 2 ans. Et puis ça Parce qu'il y avait des tortures électriques, oui. Il y avait un choix de torture. Hein. Bien sûr. Ils avaient un choix, ces gens-là. Hein. Donc, après, quand vous êtes sorti, quand vous avez été libéré, on va dire, ça s'est passé comment pour vous dans votre tête? Mais lorsque je suis libéré ce jour-là, la nuit, vers 10h, ils m'ont libéré vraiment avec 3 d'autres camarades. Nous sommes, c'est pas fini le jugement, mais on était libres sur le tribunal. Donc on est sorti 3 personnes au premier audience, je veux dire. Donc on est allé vers les portes, on a sorti, on a pris l'autobus. Je suis allé vers Bursa, les autres ils sont allés vers Istanbul. Et puis lorsque l'autobus s'arrête au repos pour avoir l'essence où les gens peuvent manger. Et puis lorsque je suis descendu de l'autobus, je sentais que je ne marche pas bien. Je suis handicapé. Je regardais les autres qui marchaient bien. Je me disais, je ne marche pas bien. J'ai quelque chose de différent. Parce que j'étais pendant 2 ans fermé dans une lieu. Je n'étais pas libre. Donc en ce moment-là, j'ai commencé à sentir que je suis dehors. Et puis j'ai dit enfin, je suis libre. J'ai vécu, mais je suis maintenant libre. Et ça, c'était fou. Mais c'était C'est horrible. difficile. Remarquez, c'est difficile aussi d'accepter la liberté après un enfermement. Oui. Si ça vous tombe dessus, vous ne savez pas bien comment ça se passe. Voilà, je ne suis pas juste allé chez ma cousin à Bursa. Je ne suis pas sorti pendant 2 semaines. Oui. Je n'ai pas osé sortir, marcher dans les rues. J'ai dit, non, c'est pas normal. Comment je peux marcher normalement dans la rue? Les gens tous vont me regarder que je suis allé en prison, je fais ceci, cela. Les gens peuvent me juger. Donc, je me suis fermé dedans. Mais après, petit à petit, on apprend comme toujours, le souffrant, tout ça, effacer, commencer à vivre, commencer à faire d'autres choses. Voilà. Et vous avez repris le bricolage. Oui, Il faut bien plaisanter. Non. Alors, donc là, je crois que nous allons marquer une pause musicale, mais vous allez nous présenter cette chanson. Alors, expliquez-nous. Voilà, j'ai choisi deuxième chanson, ce qu'on a appris en prison. Lorsqu'on a fait toutes les bagarres, tous les sacrifices pour avoir la télé, pour avoir un instrument musical, pour vivre encore mieux. Donc on a appris une chanson, il s'appelle Karlakayan Ormanında. C'est une poète qui, je crois, si je ne me trompe pas, excusez-moi, si je me trompe, je ne sais pas, c'est Nazım Hikmet qui l'a écrit. C'est une poète qui a vécu fuite la Turquie, il a vécu en Russie, il est mort en Russie, et puis Zülfü Livaneli,
il a chanté très bien. Voilà. C'est une chanson de Zülfü Livaneli, Karlı Kayın Ormanında. Nous allons l'écouter. Merci. C'est moi. Ouais.